Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, on va parler de l'énorme braquage d'argent public au niveau mondial qui a eu lieu après le fameux pseudo-attentat des tours jumelles du 11 septembre 2001 et qui a servi de tremplin à toute une machine de guerre colossale pour transférer massivement des trillions de dollars d'argent public vers le privé. Le réalisateur de ce documentaire s'appelle Mike Droberg. C'est un ancien marine américain engagé pour les guerres d'Afghanistan et d'Irak juste après le pseudo-attentat programmé. Vous allez voir que chaque contrat en Irak, chaque base militaire et chaque soi-disant projet de reconstruction se sont transformés en un énorme business très juteux pour une toute petite poignée de multinationales et leurs actionnaires, pendant que les Irakiens, les Afghans et les soldats sur le terrain ne voyaient presque rien des milliers de milliards de dollars annoncés. On va y découvrir tout un monde où les écoles existent, surtout dans les rapports où des centrales électriques sont payées 2 fois sans jamais fonctionner et où la peur sert d'alibi pour ouvrir en très grand et sans aucune limite les vannes de l'argent public. Et je vais commenter tout ce documentaire en y rajoutant des détournements d'argent public européens et français. Allez, on va commencer de suite. Bon visionnage. Dans les semaines qui ont suivi le 11 septembre, l'Amérique s'est unie. Les drapeaux sur les porches, des chansons à la radio, l'unité était partout où l'on regardait. Je l'ai vu de mes propres yeux alors que je servais comme recruteur pour le corps des Marines à Tampa, en Floride. Les gens affluaient dans mon bureau, prêts à se venger. Mais derrière cette unité, quelque chose d'autre se tramait à Washington. Le gouvernement venait de se signer un chèque en blanc. En quelques mois, des milliards de dollars ont été engagés dans une nouvelle mission appelée guerre contre le terrorisme. Et quand on distribue autant d'argent aussi rapidement, quelqu'un finit toujours par en profiter. Notre guerre contre le terrorisme commence avec Al-Qaïda, mais elle ne s'arrête pas là. Elle ne prendra fin que lorsque tous les groupes terroristes d'envergure mondiale auront été identifiés, neutralisés et vaincus. Le budget de la défense a presque doublé, des agences entières ont été créées du jour au lendemain. La sécurité intérieure, la TSA, le Bureau national du renseignement, tous avaient besoin de contrats. La majeure partie de cet argent n'est pas restée à Washington, il a été versé à des entreprises privées qui promettaient de rétablir la sécurité en Amérique. Halliburton, Bechtel et Lockheed Martin, pour n'en citer que quelques-unes, se sont toutes mises en ligne. Leurs contrats leur garantissaient des profits quel que soit le montant dépensé. Et la surveillance a été reléguée au second plan face à l'urgence. L'Afghanistan avait du sens pour la plupart des Américains. C'est là que se trouvait Al-Qaïda, c'est là que se trouvaient les camps d'entraînement. Mais moins de 2 ans plus tard, la cible a changé. Soudain, la mission ne concernait plus Ben Laden. Elle concernait Saddam Hussein. L'administration affirmait que l'Irak possédait des armes de destruction massive, toutes liées à Al-Qaïda. Aucune de ces 2 affirmations ne s'est avérée vraie. La commission sur le 11 septembre a confirmé par la suite qu'il n'y avait aucun lien opérationnel entre Saddam Hussein et les pirates de l'air. Mais à ce moment-là, le mal était déjà fait. Le pays était en colère, effrayé et prêt à obtenir des réponses. L'Irak est devenu la réponse. À la télévision, le message était simple. Si nous ne les arrêtions pas là-bas, ils viendraient ici. Ce que la plupart des gens ne voyaient pas, c'était les cartes des champs pétrolifères irakiens qui circulaient déjà dans les réunions sur l'énergie et les rapports des groupes de réflexion. Les contrats de reconstruction étaient déjà rédigés. Les budgets de la défense avaient déjà été réécrits. Lorsque l'invasion a commencé en 2003, l'Irak est devenu le terrain d'essai de tout ce que promettait la nouvelle guerre contre le terrorisme. Des dépenses illimitées, un contrôle minimal et des profits garantis. C'était la tempête parfaite entre politique, peur et opportunité. Elle s'était transformée en une économie reposant sur l'argent des contribuables. Chaque nouveau déploiement, chaque scanner d'aéroport, chaque contrat de reconstruction signifiait un nouveau versement non pas provenant des bénéfices mais des fonds publics. C'était devenu un cycle où la peur justifiait les dépenses et où les dépenses maintenaient la machine en vie. Des années plus tard, j'ai pu constater par moi-même le résultat final de ce système en Irak. Mais avant d'en arriver là, nous devons comprendre comment cela a commencé et qui signe les chèques. Une fois que l'argent a commencé à couler à flot, il n'a plus cessé. L'encre des premiers contrats était à peine sèche que de nouveaux contrats, tous plus importants les uns que les autres, faisaient leur apparition. La filiale de Halliburton, Kellogg Brown & Root, est devenue le visage de ce boom, prenant en charge tout de la restauration à la livraison de carburant en passant par la construction de bases.
Ils l'ont appelé lock-up, un contrat à prix coûtant majoré qui garantissait un bénéfice en plus de tout ce qu'ils dépensaient. Si un convoi consommait 2 fois plus de carburant que prévu, pas de problème, l'entreprise était quand même payée. Si un projet de construction dépassait le budget, cela signifiait simplement plus de revenus. Plus ils utilisaient, plus ils gagnaient. Bechtel s'est chargé de la reconstruction des centrales électriques et des réseaux d'approvisionnement en eau. Raytheon et Lockheed ont rempli leur carnet de commandes avec des bombes intelligentes et des missiles. Et des sociétés de sécurité privées comme Blackwater ont signé des contrats qui auraient rendu jaloux les petits pays. Chaque crise devenait une nouvelle opportunité. Chaque problème était résolu par un nouveau contrat. Évidemment, l'Europe faisait partie de cet énorme hold-up d'argent public au profit des très grosses entreprises et de leurs actionnaires. Par exemple, entre 2003 et 2014, l'Union européenne a alloué environ 318 millions d'euros à l'Irak pour l'irrigation du pays et des études de barrages hydrauliques dans tout le pays. Et au final, comme vous pouvez très bien le deviner, aucun grand barrage n'a jamais été construit. Walou, rien du tout, près de 200 millions d'euros ont été perdus en vol ou détournés selon les audits croisés du SIGIR, de l'OLAF et de la Commission irakienne d'intégrité des enquêtes ont révélé des énormes pots de vin de l'ordre de 15 à 25% sur de très nombreux contrats impliquant de très grosses entreprises européennes gavées d'argent public au profit de leurs actionnaires suivants. Le pétrole faisait également partie du tableau. L'Irak détient les 5e réserves prouvées les plus importantes au monde. Avant l'invasion, ces champs étaient fermés aux investissements occidentaux depuis des décennies. Après 2003, des entreprises telles que BP, Shell et la division des services pétroliers d'Haliburton ont obtenu l'accès à ces gisements dans le cadre de nouveaux accords de partage de production négociés par l'autorité provinciale de la coalition. Officiellement, il s'agissait de stabiliser les marchés énergétiques mondiaux. Dans la pratique, cela a ouvert l'une des frontières pétrolières les plus riches au monde au capital privé en plein milieu d'une zone de guerre. Et donc Total a totalement été éclaboussé par le scandale pétrole contre nourriture, un programme de l'ONU censé convertir le pétrole public irakien en aide humanitaire pour un peuple affamé sous embargo. Au lieu de cela, des entreprises comme Total ont accepté de payer des surcharges occultes et des commissions de 10% à des officiels irakiens pour obtenir du brut à prix bradé en dehors des règles officielles. Ces détournements ont transformé de l'argent public surveillé par l'ONU et bien sûr financé par les États membres, dont la France et l'Europe, en profit privé pour la multinationale Total et évidemment tous ses actionnaires, pendant que la population irakienne ne voyait absolument rien venir en termes de nourriture. La justice française a finalement tranché et condamné Total à 750 000 € d'amende pour corruption d'agents publics étrangers, une décision qui a été confirmée par la Cour européenne des droits de l'homme. Bref, au final, 750 000 € d'amende, c'est une amende totalement ridicule, basse, presque symbolique pour le groupe Total, qui a un chiffre d'affaires avoisinant les 250 milliards d'euros annuels. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous suivants. En 2004, l'effort de guerre n'était plus seulement une opération militaire, c'était un moteur économique. Les investisseurs de Wall Street le considéraient comme un secteur en pleine croissance. Les actions de la défense ont doublé et certaines ont triplé. Le gouvernement a emprunté de l'argent qu'il n'avait pas pour alimenter la machine. En Irak, des milliards ont été alloués à la reconstruction, mais très peu ont réellement atteint les personnes qu'ils étaient censés aider. Des projets ont été abandonnés, laissés à moitié terminés, du matériel a disparu et des audits ont révélé l'existence d'entrepôts entiers remplis de fournitures dont personne ne pouvait rendre compte. Et l'argent qui affluait en Irak n'était pas seulement important, il était propre. En vertu de règles spéciales applicables aux entrepreneurs étrangers, des milliards de dollars de bénéfices ont été réalisés en franchise d'impôts. Les employés travaillant pour des entreprises telles que KBR ou Dynacorp ne payaient pas d'impôts américains sur la première partie de leur salaire. Et les entreprises elles-mêmes utilisaient des filiales offshore dans des endroits tels que les îles Caïmans et Dubaï pour en protéger encore plus. Et devinez quoi, BNP Paribas, c'est la banque qui tenait la caisse du programme pétrole contre nourriture pour l'Irak, un compte d'environ 60 milliards d'euros destiné à transformer le pétrole public irakien en nourriture et médicaments sous contrôle de l'ONU. Officiellement, elle devait juste garder l'argent et payer les contrats humanitaires validés. Mais une enquête du Congrès américain a montré qu'elle a validé des paiements sans absolument aucune preuve de livraison et donc a versé de l'argent à des tiers non autorisés. Les résultats de tout ça, la banque a encaissé plus de 700 millions d'euros de frais bancaires, tandis que tout ce système permettait au régime irakien et à plus de 2000 entreprises de détourner des milliards d'argent public qui auraient dû nourrir les Irakiens. Je vous laisse commenter ci-dessous suivant. Et pendant que tout cela se passait, les soldats sur le terrain manquaient toujours d'armure et continuaient à souder des morceaux de métal sur leurs véhicules juste pour rester en vie.
C'est ainsi que l'on savait que quelque chose n'allait pas. L'argent circulait, mais il n'atteignait pas le front. Je l'ai constaté par moi-même plus tard en roulant dans des Humvee brinque-ballants et en voyant des aérodromes entiers remplis de palettes en contreplaqué inutilisées, brûlées, parce qu'il était plus facile de les détruire que de les transférer ou de les donner à tous ceux qui en avaient besoin. En 2009, les discussions dans notre pays portaient toutes sur les progrès et la reconstruction. La vague de violence était stabilisée et nous étions censés reconstruire l'Irak, gagner les cœurs et les esprits. Mais sur le terrain, cette version des faits n'existait pas. Des projets entiers n'existaient que sur le papier. On voyait une école dans un rapport, puis on se rendait aux coordonnées GPS et on trouvait un cratère ou un terrain vague. Les centrales électriques qui avaient été payées 2 fois ne fonctionnaient toujours pas. Les routes s'effritaient plus vite qu'elles n'étaient construites car le contrat stipulait leur achèvement et non leur durabilité. L'ironie était difficile à ignorer. Nous appelions cela la reconstruction du pays, mais la majeure partie du pays que nous reconstruisions se trouvait chez nous dans les salles de réunion et les portefeuilles d'actions. Les Irakiens n'étaient pas des partenaires dans la reconstruction, ils étaient les accessoires d'un spectacle à $1 trillion. Et on va maintenant parler d'Alstom, déjà condamné à 772 millions de dollars par la justice américaine pour des schémas de corruption à travers toute la planète. Alstom, notre ancien fleuron national, incarne parfaitement la manière dont nos anciens champions se glissaient dans les grands chantiers stratégiques de tous les pays en guerre, en Irak comme ailleurs. Les projets ferroviaires à plusieurs milliards d'euros s'annonçaient à très grand renfort de conférences, de réunions et de visites officielles, toujours financées par des prêts publics et de l'argent européen. Mais sur le terrain, on n'a jamais vu ni aucun TGV, ni aucune infrastructure moderne. Tout ce qu'on a pu voir, c'était encore des études payées, des promesses recyclées et un État irakien totalement rongé par la corruption. L'argent public français et européen ont servi de carburant à tout ce théâtre qu'on appelle de la coopération et de la reconstruction. Mais en fait, pour les Irakiens, ça ressemblait surtout à des décennies de pillage et de trains qui ne partent jamais suivant. J'ai servi dans les Marines pendant plus de 22 ans et j'aime les gens avec qui j'ai servi. C'est une race de guerriers que la plupart des civils ne comprendront jamais vraiment. Bien sûr, je ferais quelques choix de carrière différents si j'en avais l'occasion, mais je referais tout exactement pareil. C'est le meilleur travail que j'ai jamais eu. Je suis un patriote. J'aime ce pays et je l'aimerai toujours. Mais après des années passées sous l'uniforme, cette prise de conscience m'a frappé plus fort que tout ce que l'ennemi nous a jamais infligé. Nous ne menions pas seulement une guerre, nous soutenions un modèle économique. Et quand l'économie dépend du chaos, la paix nuit au profit. Alors combien cela a-t-il rapporté? Voyons les chiffres réels. De 2001 à 2020, les dépenses du budget de la sécurité intérieure ont augmenté de plus de 9 000 milliards de dollars. C'est exact, 9 000 milliards de dollars. Halliburton et sa filiale KBR ont gagné plus de 50 milliards de dollars grâce à un seul contrat logistique connu sous le nom de LogCAP 3. Bechtel a encaissé des milliards supplémentaires pour des projets de reconstruction qui ont été abandonnés à mi-parcours. Des sociétés de sécurité privées telles que Blackwater ont signé des contrats gouvernementaux d'une valeur de près de 3 milliards de dollars avant la fin de la décennie. Avant le 11 septembre, les États-Unis dépensaient environ 3 milliards de dollars par an pour la défense. En l'espace d'une décennie, ce chiffre a presque triplé et n'est jamais redescendu. Le budget annuel du Pentagone dépasse désormais les 800 milliards de dollars, soit plus que les 10 pays suivants réunis. Si on ajoute les soins aux anciens combattants et les paiements d'intérêts, le coût total des guerres post-11 septembre devrait dépasser les 8 000 milliards de dollars. Et cela sans compter le prix que nous paierons pour des décennies de soins médicaux aux anciens combattants ou la dette morale qui découle de la conduite des guerres sans fin. 2 décennies plus tard, le même manège continue de tourner. Les généraux deviennent consultants, les consultants deviennent lobbyistes et les budgets ne cessent d'augmenter. L'ennemi a peut-être changé, les gros titres ont peut-être changé, mais le business reste le même. Les chiffres racontent une partie de l'histoire, mais ce n'est pas l'histoire qui importe le plus. Près de 15 000 militaires et sous-traitants américains ont été tués en Irak, en Afghanistan et lors des opérations qui ont suivi. Des centaines de milliers de civils sont morts dans les combats et des millions d'autres ont été déplacés. Chacune de ces vies valait plus que tous les contrats, toutes les primes, tous les discours sur la liberté.
Nous avons dit que nous apportions la démocratie, mais la plupart des Irakiens n'ont jamais demandé notre version de celle-ci. Ce qu'ils voulaient, c'était la sécurité, l'électricité, l'eau potable et la possibilité de vivre sans crainte. Au lieu de cela, nous leur avons donné un système basé sur la paperasserie et les marges bénéficiaires. En revanche, les élections russes sont truquées. Les opposants politiques sont emprisonnés ou éliminés de toute autre manière afin de les empêcher de participer au processus électoral. Il en résulte une absence de contrôle et d'équilibre en Russie et la décision d'un seul homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale de l'Irak. Je veux dire, de l'Ukraine. Irak, quoi qu'il en soit. 75. Alors ce lapsus révélateur, c'est bien sûr son inconscient qui l'avoue à sa place en dénonçant une invasion totalement injustifiée et brutale en Irak au lieu de l'Ukraine. Bush décrit en réalité sa propre guerre aussi injustifiée que sanguinaire, puis il se cache derrière un 75 pour désigner son âge de 75 ans à l'époque pour transformer un aveu de crime contre l'humanité en blague de vieux monsieur. Bref, ceux qui ont fracassé l'Irak se permettent de donner des leçons de moralité au monde entier sans jamais rendre de compte. Aucune personne n'a jamais été condamnée pour cette guerre en Irak totalement injustifiée qui a tué des centaines de milliers de personnes au profit d'une minorité tout au sommet de la pyramide encore suivant. On se demande ce qui serait passé si ne serait-ce qu'une fraction de ces 8 000 milliards de dollars avait été dépensée ici, chez nous, pour des ponts qui ne s'effondrent pas, pour des écoles qui préparent réellement nos enfants à l'avenir, et pour des enseignants qui sont rémunérés à leur juste valeur au lieu de survivre tant bien que mal. Des soins de santé qui ne ruinent pas les familles et qui prennent soin des personnes âgées qui ont bâti ce pays bien avant nous. C'est ce qui m'empêche de dormir certaines nuits. Nous ne pouvons pas changer ce qui a été dépensé ou qui a été perdu, mais nous pouvons nous souvenir de ce que cela nous a coûté non seulement en dollars, mais aussi en vie humaine. Car lorsqu'une nation transforme une tragédie en business, la facture finit toujours par arriver. Et oui, avec cette guerre en Irak, ils ont totalement détruit un autre pays pour ouvrir à fond toutes les vannes de l'argent public pendant que des centaines de milliers de civils mouraient sans absolument aucune aide. Et ce sont donc les banques, les multinationales et leurs actionnaires qui se sont gavés massivement d'argent public. Les États-Unis ont inauguré le carnage, mais bien sûr l'Europe, la France et nos banques et nos champions nationaux et nos institutions ont arrosé exactement le même système. On a financé des projets totalement fantômes, des soldats fantômes, des institutions fantômes pendant que Total, BNP Paribas et plein d'autres entreprises utilisaient l'Irak comme un champ d'expérimentation pour tout cet énorme braquage d'argent public. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont transformé l'Irak en laboratoire de guerre, de corruption et de profit osent encore parler de valeurs, de démocratie et de stabilité, alors que la seule chose qu'ils ont vraiment exportée, ce sont des cadavres, des ruines et des dividendes, comme ils le font actuellement en Ukraine. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis, ensemble on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux, cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.